Bonsoir à tous, je vous remercie d'être présents parmi nous pour discuter ce soir de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas si souvent qu'on en parle à la Maison franco-japonaise, mais ça nous tient à cœur quand même d'évoquer la France et tout le monde francophone. Alors j'aimerais rappeler simplement la genèse de cet événement qui a commencé avec une proposition de Sébastien Lebègue qui est là ce soir et qui nous a proposé son exposition Coutumes Kanak, et autour de ça, nous nous sommes dit que ça serait bien de pouvoir pas se limiter seulement à une exposition, mais d'organiser un événement aussi scientifique, puisque c'est la mission de la Maison franco-japonaise, et d'inviter un spécialiste de la région. Et nous sommes très heureux ce soir d'avoir pu inviter Alban Bensa, qui arrive presque tout juste de Paris. Et donc cette conférence s'inscrit aussi doublement dans nos activités, puisqu'elle vient également prendre place dans le cycle d'anthropologie organisé par Jean-Michel Butel et que j'ai le plaisir de seconder. Le format que nous vous proposons ce soir diffère quelque peu de l'habituelle conférence discussion avec un invité et son homologue japonais. Nous avons conçu cette fois 2 interventions qui vont se faire écho. Donc 2 angles d'approche différents de la société kanak. Alban Bensa présentera d'abord un pan de ses recherches anthropologiques sur l'organisation politique et la mémoire de l'histoire telle qu'elle transparaissent dans les récits kanak. Il a choisi d'évoquer aujourd'hui la mémoire de la guerre de 1917 en Nouvelle-Calédonie. Et cette question tombe bien au moment où on commémore la Première Guerre mondiale, et plus précisément en France, la bataille de Verdun notamment. On oublie trop souvent que le terrain de la guerre ne s'est pas limité à la France métropolitaine, mais qu'elle a concerné aussi de près les populations des colonies. Et on peut préciser d'ailleurs, puisque nous sommes au Japon, que parmi les premières victimes de cette guerre de 1917 figurent des Japonais aussi. Donc c'est... voilà. Ensuite, Sébastien Lebègue viendra témoigner de son travail de photographe sur le thème de ce qui est appelé localement la coutume. Alors, c'est la coutume avec un grand C, cet ensemble qui régit les interactions entre les personnes, les familles et les clans de façon millimétrée, formant un tissu social dont les motifs sont dessinés par des itinéraires sillonnant le territoire et dont l'harmonie repose sur l'équilibre des échanges. Donc, contrairement à l'emploi français courant, pour les Kanaks, la coutume ne se possède pas, elle se fait, elle se présente, se prononce ou se dépose, de sorte que chaque geste, chaque mot constitue une coutume, c'est-à-dire un acte d'échange cérémoniel fort. Alors, pour présenter brièvement nos 2 intervenants, Sébastien Lebègue a été formé aux arts appliqués, à l'architecture ainsi qu'à la photographie. Il a déjà été primé pour un reportage réalisé sur le tsunami de 2011. Et à travers l'exposition Coutumes Kanak que vous pouvez admirer à la galerie de la MFJ au niveau supérieur, au niveau du hall d'entrée, il rend compte de façon admirable de ces gestes, de ces mots, de ces objets chargés de signification et de symboles qui composent la coutume. Mais par-dessus tout, il donne aussi la parole à ces hommes et à ces femmes qui la font vivre au quotidien. Alors bon, j'espère avoir rendu compte sans trop d'erreurs de cette notion de coutume. Peut-être que vous pourrez en dire un mot également, Monsieur Bensa, ou me corriger, vous qui êtes le spécialiste français de la Nouvelle-Calédonie. Avant de vous donner la parole, permettez-moi de vous présenter brièvement. Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous conduisez principalement une réflexion sur l'anthropologie de l'action, qui doit être pensée, selon vous, comme une logique politique de situation. Vous portez une attention particulière au jeu des décisions individuelles et collectives au fil des interactions, l'objectif étant de décrire les rapports de force, les rapports de sens et leurs fluctuations dans le temps, dans une démarche qui lie étroitement l'anthropologie à l'histoire. Donc vous allez nous en parler, je crois, ce soir. Vous avez analysé dans votre livre « Les sanglots de l'aigle pêcheur » que voici, un corpus de récits kanak qui vous a notamment permis de prendre la mesure des traces profondes que la guerre de 1917 a laissées dans la société kanak
et dont la situation actuelle est toujours l'héritière. Alors cette guerre n'est qu'un exemple parmi d'autres des conséquences de la colonisation et des bouleversements qu'elle a provoqués sur l'organisation politique autochtone dont vous allez nous parler ce soir. Monsieur Lebègue, nous vous écoutons. Monsieur Bensa, pardon, excusez-moi, nous vous écoutons. Bonsoir, merci beaucoup à la maison franco-japonaise de m'avoir invité pour venir présenter mes recherches sur la Nouvelle-Calédonie. Et bon, c'est pas la première fois que je passe au Japon, mais en allant en Nouvelle-Calédonie, l'avion s'arrête à Tokyo, mais je ne m'étais pas arrêté plus longtemps que quelques heures, et donc je suis très heureux d'être ici et de réfléchir avec vous sur la façon dont les Kanaks, à un moment particulier de leur histoire, en 1917, il y a à peu près un siècle, presque un siècle, se sont révoltés et ont ensuite conservé la mémoire de cette révolte. Alors, d'une façon générale, dans les recherches que j'ai menées et que d'autres chercheurs mènent aussi avec moi ou après moi ensemble, la situation coloniale est la clé de la compréhension de la Nouvelle-Calédonie telle que nous pouvons la comprendre depuis que des chercheurs occidentaux se sont penchés sur cet archipel du Pacifique. Je rappelle que la France a pris possession de l'archipel de la Nouvelle-Calédonie en 1853 et elle y a installé un bagne où furent envoyés des hommes et des femmes nombreux, environ 30 000, entre 1863 et 1887. Donc c'est une colonie de peuplement par l'envoi de condamnés et aussi par l'installation de colons venus ou de France, ou d'Australie, ou d'Angleterre, ou d'Allemagne. Les Kanaks avaient découvert, pour leur part, donc le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie, avait découvert la Nouvelle-Calédonie il y a à peu près 3500 ans. Ce sont des cultivateurs, principalement, pêcheurs pour certains clans sur la côte, et ils ont occupé l'ensemble des terres fertiles de l'archipel, dans les vallées et au bord de mer. Alors la colonisation française, tout au long de la seconde moitié donc du XIXe siècle, les a dépossédés d'une grande partie de leurs terres et les a regroupés dans des réserves. C'est le seul cas de colonisation française avec cantonnement, enfermement des autochtones dans les réserves sur 10% des terres qu'ils occupaient auparavant. Alors, cette situation coloniale a eu pour effet premier de combattre les pouvoirs locaux. L'organisation politique locale a été bouleversée et transformée par l'arrivée des Français qui voulaient évidemment être les maîtres de ce nouveau pays qu'ils ont conquis pas très facilement, finalement, quand on y regarde de près, puisque les révoltes et les batailles ont été très importantes de 1853 jusqu'en 1878-1880. Mais donc les autorités politiques coloniales françaises ont transformé les structures politiques locales avec le souci premier de trouver les moyens que les Kanaks viennent travailler pour les colons et pour l'administration. Dans ce contexte, quand l'ethnologue, lui, arrive, il arrive non pas au moment où ces événements surviennent, mais il arrive bien après. Il peut être un peu ethnologue s'il est missionnaire. Les premiers missionnaires ont fait des notations anthropologiques importantes. Mais quand l'ethnologue arrive, tout est déjà réorganisé. Il faut que et donc son travail
consiste à essayer de comprendre ce qui se joue devant lui et essayer de comprendre aussi comment les choses étaient organisées auparavant. Et donc, finalement, l'ethnologue en situation coloniale, il profite de la paix instaurée par les autorités coloniales pour s'interroger sur les pouvoirs locaux qui ne sont plus que des souvenirs souvent de pouvoirs locaux. Voilà. Donc l'anthropologie, et en particulier cette anthropologie politique, est toujours un peu nostalgique des anciennes structures politiques, mais nostalgique, mais aussi réaliste, parce que si ces anciennes structures politiques avaient été en place, il est probable que l'ethnologue n'aurait pas pu faire ses enquêtes. Alors, les autorités locales anciennes, Kanak, ont été malmenées, mais en même temps, la réflexion coloniale française n'était pas d'éradiquer entièrement ces pouvoirs, mais au contraire de trouver un point d'appui auprès des Kanaks, de certains d'entre eux, pour organiser le prélèvement de l'impôt et pour organiser surtout le travail, les réquisitions, le travail forcé ou payé dans la colonie. Donc ils ont, pour être très clair et résumé, et c'est un classique de la colonisation, ils se sont appuyés sur des personnages qui étaient déjà en guerre contre les territoires voisins, et ils ont constitué leur pacification autour de chefs kanaks qui étaient en fait des chefs mandatés par le pouvoir français pour servir de relais à la politique coloniale. Et c'est ainsi qu'ont été constitués ce que les Français ont appelé, et c'est le terme qui est utilisé encore jusqu'à aujourd'hui, c'est le terme qui existe dans les textes légaux des institutions françaises, ils ont constitué ce qu'on a appelé des chefferies administratives. Le terme en lui-même dit tout, si vous voulez, c'est-à-dire des chefferies qui doivent être le relais kanak gestionnaire et policier imaginé par les autorités conquérantes françaises pour servir au mieux les intérêts de la colonie. Donc une chefferie administrative, c'est une organisation politique qui émerge au terme de mini-guerres entre ce chef administratif qu'on installe et ceux qui sont de fait éliminés. Et donc la France s'est appuyée sur les conflits locaux pour soutenir ces chefs administratifs. Alors une fois qu'ils sont installés, on les voit selon le modèle militaire français. C'est assez intéressant, enfin, c'est une forme d'ethnocentrisme, si on veut. C'est-à-dire qu'on leur donne des képis, des galons, des costumes avec des médailles, et pour les introniser, pour les installer, et on les paye, on leur donne une petite somme, et on les invite, par exemple au fête du 14 juillet, des choses comme ça, on essaye de les associer à toutes les cérémonies qui rappellent la gloire de l'État français. Mais auparavant, il a fallu, comme je l'ai dit tout à l'heure, éliminer les réticents, ceux qui n'étaient pas d'accord. On va voir lesquels. Alors, aujourd'hui, et on en parlera tout à l'heure certainement avec Sébastien Lebègue, et c'est intéressant, aujourd'hui, ces chefferies administratives existent toujours, sous le nom de... Pendant longtemps, c'était le Conseil des chefs, maintenant il y a le Sénat coutumier, enfin, bon, voilà, peu importe, mais elles existent toujours, ces chefferies, et elles sont pensées par les Kanaks comme traditionnelles. Elles sont pensées par les Kanaks comme anciennes, voire très très anciennes. Il est possible, dans certains cas, que certaines chefferies très anciennes, effectivement, aient été adoubées, qui aient été reconnues par les Blancs, par la France, mais dans beaucoup de cas, ces chefs administratifs, j'en ai rencontré beaucoup, ils savent pas très bien s'ils étaient chefs avant la colonisation. C'est une question d'ailleurs qu'ils n'aiment pas trop qu'on pose, et donc aujourd'hui
l'image de l'organisation sociale et politique du monde kanak s'appuie sur une sorte de transformation de ces chefs administratifs en chefs traditionnels. Mais cette promotion de chef administratif a rejeté dans l'ombre des dispositifs politiques hiérarchiques plus anciens, au premier rang desquels les chefs de clan. Alors c'est l'autre personnage sur lequel que je veux décrire brièvement parce qu'il est au cœur de la révolte de 1917. Alors le clan, c'est un ensemble de familles liées entre elles par des liens généalogiques qui les rattachent à un ancêtre commun, historique et puis mythique. Voilà. Et ce sont des groupes de parenté patrilinéaires, c'est-à-dire on compte par les relations paternelles. Alors ce chef le clan était une unité dont tous les membres étaient dispersés, pas dans toute la Nouvelle-Calédonie, mais à l'intérieur des aires linguistiques, de chaque aire linguistique. Donc c'était un univers itinérant, un peu éclaté, mais le chef de clan était présenté comme comme s'il incarnait l'ancêtre fondateur du clan. Donc il était, je l'ai encore vu quelquefois, autrefois, il était l'objet d'un respect, je dirais pas d'une vénération, mais d'un respect particulier. Et même encore aujourd'hui, le chef du clan auquel j'ai été rattaché, il conduit des autocars à Nouméa, mais il fait l'objet je sais pas comment vous dire, d'une sorte de respect affectueux, et alors qu'il n'est plus chef de rien du tout, mais il est la mémoire de ce qu'ont été les chefs de clan. Alors, ces chefs de clan ont été bousculés par la constitution des chefferies administratives, puisque la chefferie administrative, c'est non seulement un grand chef installé, mais c'est aussi des réserves qui sont rattachées à la grande chefferie, dans lesquelles sont nommés des petits chefs qui doivent faire la police, prélever l'impôt, trouver des travailleurs. Mais c'est aussi un territoire unifié. Les Occidentaux ont une vision continue du territoire, c'est-à-dire il y a une chefferie, puis il y a une cartographie où tout le monde est à l'intérieur de la chefferie. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, au moment de la constitution de ces chefferies, les Français ont dit vous devez planter des arbres sur les limites de la chefferie, ce qui n'était pas du tout une problématique antérieure. Donc les chefs de clan, eux, dispersés, incarnant l'ancestralité, ayant une sorte de pouvoir spirituel, se sont trouvés évincés et ils n'ont pas du tout apprécié cette nouvelle situation. Et ce sont eux qui, principalement, vont se lancer dans la guerre de 1917 pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils contestaient le pouvoir des chefs administratifs. Et lorsque la France demande des volontaires pour venir se battre en Europe contre les Allemands et leurs alliés, eh bien, ce sont les chefs administratifs qui sont chargés du recrutement. Alors, les chefs de clan, déjà, n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette autorité conférée aux chefs administratifs. En plus, les chefs administratifs veulent les lancer dans une entreprise extrêmement dangereuse. Alors, voilà, donc, juste, on peut garder en tête cette opposition entre chefferie administrative et chefferie de clan. Les chefferies administratives continuent à exister, et les chefferies de clan, ce sont ces chefferies qui, évidemment, sont travaillées par les ethnologues. Parce que l'ethnologue est toujours un pion dans une stratégie locale. C'est jamais quelqu'un de neutre. En tous les cas, on essaye de l'utiliser pour faire aboutir sa stratégie locale. Et donc, j'ai travaillé sans le savoir pendant les 20 premières années à la restauration, d'une certaine manière, de l'autorité des chefs de clan. Donc en 1917, qu'est-ce qui se passe ? La Nouvelle-Calédonie est mobilisée
comme les autres colonies françaises, pour envoyer des soldats. Un premier recrutement a lieu en 1915, et après la catastrophe, enfin après Verdun, on peut dire que c'est une catastrophe, Verdun pour tout le monde, des deux côtés, on accentue, on demande un nouveau contingent. Et on explique en même temps aux Kanaks que c'est pas parce qu'ils sont nombreux qui vont être très efficaces. Ils l'ont été, en fait, c'était des très vaillants combattants, mais c'était pour qu'ils assistent à la victoire de la France. Enfin, c'est un des éléments qui a été mis en avant. Alors évidemment, le travail forcé, l'installation de ces chefferies administratives, la marginalisation des anciens pouvoirs ont mal préparé les Kanaks à venir en France se battre et éventuellement se faire tuer. Donc, beaucoup de Kanaks de la région dans laquelle j'ai travaillé se sont révoltés. Voilà. Ils se sont révoltés, ont refusé. Alors, les gens qui ont refusé, les Kanaks qui ont refusé, c'était des gens qui n'étaient pas perdus dans au fin fond de la brousse, étaient des gens qui étaient employés sur des propriétés, dans les mines ou sur les bateaux, et qui étaient déboussolés, perdus à l'idée, alors qu'ils venaient tout juste d'être christianisés, dans un message d'amour et de paix qui est celui des chrétiens, pour aller combattre d'autres chrétiens en Allemagne. Enfin, en Allemagne ou en France, mais combattre des chrétiens allemands. Et c'était une des questions, disant, mais on ne comprend rien à votre évangélisation, puisque maintenant vous nous demandez d'aller tuer des Allemands, alors qu'ils sont chrétiens comme vous, et maintenant comme nous. Donc ça a été D'autre part, les Kanaks ont senti que la France, parce que cette guerre, hélas, ça a duré très longtemps, que la France et ses alliés étaient vraiment en difficulté, et que peut-être c'était une occasion de faire valoir, eux, leurs droits face à un colonisateur affaibli. Alors donc cette guerre, la guerre qui a sévi là en Europe, entre août 14 et jusqu'aux portes de l'Asie, entre août 14 et novembre 1918, elle offre une opportunité aux peuples colonisés, aux populations colonisées, de se faire entendre. Et les Kanaks n'ont pas été les seuls à se révolter en 1917. Ils ont essayé d'inverser la puissance coloniale française, de la contester, de la bousculer, aussi bien en Afrique de l'Ouest, en Algérie, au Maroc, au Laos. La révolte des Hmong en 1917 l'atteste, et cette année, les Touaregs au Niger, les Chaouis dans les Aurès, etc., en Tunisie, aussi le sud tunisien. Et cette année 1917 est aussi l'année, comme vous le savez, où des soldats français ont refusé de monter au front, et certains ont été fusillés pour cela. Donc, vous voyez bien que cette guerre de 14 inscrit les Kanaks dans la mondialisation de l'époque. Cette guerre est la guerre de tout le monde, et y compris des populations qui nous semblent éloignées, mais pour un Kanak, ce qui est éloigné, c'est l'Europe, pour les Européens, c'est les Kanaks qui sont éloignés. Donc il y a cette idée de revoir l'histoire à l'envers, si vous voulez. Et les Kanaks, d'ailleurs, dans une poésie, on pourra peut-être la citer, disent que la France les a appelés au secours, et que ceux qui sont partis, là c'est du côté de ceux qui sont partis, on a répondu présent, et finalement, grâce à nos magies, on a réussi, les Français et les Alliés ont réussi à vaincre les Allemands. Donc, cet l'effort de guerre que demandaient les Français a été
refusée par des hommes et des femmes dans la région de Koné, dans le centre-nord de la Nouvelle-Calédonie, sur la côte ouest, qui se sont lancés dans des exactions contre les chefs administratifs, d'abord, puis contre des colons isolés, puis contre des gardiens de mines, et ils ont harcelé un petit peu les Européens qui avaient eu très peur, et à ce moment-là, la France a organisé une répression. Donc les premiers événements là, éclatent en avril 1917, et la répression va se poursuivre jusqu'en décembre 1918, et elle sera suivie de 2 procès en 1919. 2 procès en 1919. Alors, la guerre de 1917, sans rentrer plus dans les détails qui sont infinis de petites batailles, de fuites, etc., cette guerre a secoué en profondeur la population de la région où j'ai travaillé et constitué pour elle un tournant essentiel. Ce que je n'avais pas compris, j'ai mis 20 ans à comprendre ça. Parce que l'anthropologie que j'avais étudiée, on y reviendra à la fin, était une anthropologie non historique. Donc je n'avais pas réalisé que cette guerre de 1917 était l'équivalent de la guerre de 1939-1945 pour les campagnes françaises, et que les problèmes de collaboration, de résistance, d'épuration, etc., qui ont marqué la mémoire française jusqu'à aujourd'hui, c'était des problèmes du même ordre qui, à leur niveau, dans leur milieu, avaient marqué les Kanaks. Et c'est là que les Kanaks ont tout perdu. Ça a été une catastrophe supplémentaire. Des réserves ont été fermées. Certains ont été déportés, d'autres ont dû se sauver. Et donc, ça a engendré un traumatisme important. Alors, pour ne pas disparaître, parce qu'ils étaient peu nombreux, déjà, leur population était passée de 100 000 habitants à peu près au XVIIIe siècle, c'est un chiffre qui est donné, en tous les cas, le premier recensement, il y en a moins de 20 000 en 1913. Donc, vous voyez, comme une société qui passe de 100 000 à 20 000, il faut qu'elle se reconstitue ou qu'elle disparaisse. Et après cet échec de la guerre de 1917, les chefs exécutés, exilés, emprisonnés, etc., les Kanaks se sont consacrés dans la région où nous avons travaillé. Ils se sont concentrés sur la mémoire de ces événements. Ils ont essayé d'engranger cette mémoire dans des récits en prose et, comme on va l'entendre tout à l'heure, aussi dans des poésies récits, on pourrait dire. C'est-à-dire ils ont engrangé l'histoire dans des poésies, ou dans tous les cas dans des textes écrits ou oraux, composés de vers de 8 pieds. Et ce travail d'organisation de leurs souvenirs dans des œuvres restées enfouies dans le fin fond des réserves, lorsque des linguistes de la recherche française, puis moi formé par des linguistes et quelques autres, nous sommes arrivés, les gens tout de suite nous récitaient ces poésies qui avaient toujours trait à cette guerre de 1917. Et ils ont aussi composé des cahiers, parce que là c'est un autre élément important qui est singulier, qui n'avait pas été repéré par l'anthropologie auparavant, c'est que les missionnaires les premiers arrivent en 1840, donc avant même la prise de possession de Nouvelle-Calédonie, puis il n'y a que des catholiques jusqu'en 1902, puis en 1902 arrivent des protestants, et les missionnaires ont appris aux Kanaks, dans leurs écoles missionnaires, à écrire en français principalement, mais les Kanaks ont spontanément
utiliser cette technique de l'écriture pour écrire dans leur propre langue, en faisant des systèmes de correspondance. Et ils se sont mis à écrire sur des cahiers, ils n'avaient pas beaucoup de papier, dès 1880. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Ces fameuses poésies qui racontent les guerres, quelquefois des guerres précoloniales, et souvent l'arrivée des Européens, ou bien la réorganisation des clans, des groupes, puisque quand vous êtes parqué dans une réserve, votre structure sociale, voilà, ça va aller. Votre structure sociale est bouleversée. Et donc, lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, les Kanaks d'abord accèdent, ils deviennent enfin en 1946 citoyens français, ils sont toujours, le général de Gaulle leur accorde la citoyenneté française, eh bien, et que nous arrivons, les chercheurs arrivent dans un contexte apaisé, moins colonial, eh bien, nos interlocuteurs kanaks sortent de leur case, de leur maison, et nous montrent ces cahiers. Et ils les donnent, ou on les photocopie, mais au début d'ailleurs on s'y intéressait pas beaucoup, on pensait que c'était une société purement orale. Oui, mais on disait, non, racontez-nous ce qu'il y a dans le cahier. Mais en fait, les cahiers sont en eux-mêmes des œuvres extrêmement intéressantes. Et assez rapidement, quand je suis arrivé, la deuxième mission, j'ai commencé à collecter ces cahiers. Et certains étaient aussi dans les archives du grand pasteur Maurice Lénart, qui donc a évangélisé, qui était le patron de l'évangélisation protestante à partir de 1902 en Nouvelle-Calédonie, et qui est un peu le fondateur des études ethnologiques du monde kanak. Et le pasteur Lénart recevait comme ça des cahiers, et notamment sur la guerre de 1917. Il avait demandé aux Kanaks, est-ce que vous pourriez m'écrire ce qui s'est passé? Alors ils ont écrit dans leur langue, mais ils ont écrit en vers, des centaines, des milliers de vers. Et là, Maurice Lénart a bien essayé d'en traduire quelques-uns. Et en plus, c'était dans une langue qu'il connaissait moins bien que celle qu'il avait de l'endroit où il était. Et donc, ces documents nous sont arrivés. Et au début, on avait beaucoup de mal à les décrypter, puis petit à petit, on a progressé. Puis Maurice Lénart avait quand même fait des notes, donné des indications, et ces cahiers sont toujours signés. C'est-à-dire, c'est pas une tradition orale anonyme, c'est une tradition portée par des narrateurs dont on connaît les noms. Et même d'ailleurs dans la poésie orale, quand les gens récitaient comme ça, ils disaient toujours « je récite ». La poésie de monsieur ou madame untel. Donc c'est l'idée d'une tradition orale anonyme n'est pas exacte. Il y a des créateurs, il y a des auteurs avec des styles différents, etc. Donc on s'est plongé dans ces documents. Et dans ce livre, comment faire? Il y avait énormément de textes, il fallait un certain nombre. Et j'ai pris avec mon ami Kachoué Yvon Gormointok, qui est un kanak qui écrit et lit très bien sa langue et qui pouvait m'aider pour les traductions, mais qui est originaire de la région même de la révolte. Notre idée, ça a été de suivre les relations du clan. Moi, j'ai été accueilli dans une famille qui est elle-même insérée dans un clan, et de suivre les relations de ce clan, d'autant plus que le principal leader de la révolte, qui est sur le livre, là, Boé Noël Poitimba, est membre de ce clan. Donc, je me suis impliqué, j'ai fait une sorte de recherche à l'intérieur même de ce groupe, ce qui permettait d'avoir des explications beaucoup plus fournies, ce qui permettait de montrer un point de vue, comment ce point de vue s'organisait, et donc de décrypter petit à petit ces narrations dans un contexte historique précis.
L'idée, c'était d'être très très précis. Alors finalement, les quelques 20 textes qui sont dans ce livre sont en quelque sorte, nous avons été les chefs d'orchestre, et chacun joue sa partition, dans l'idée aussi de réduire la part de commentaires de l'anthropologue. Vous savez, le défaut de l'anthropologue, c'est qu'il a réponse à tout. Il sait tout. Et ça fait beaucoup rire les Kanaks quand on leur pose une question. Demandez à l'anthropologue, il sait beaucoup mieux que nous qui nous sommes. Et donc, je voulais casser cette idée, d'ailleurs, qui a été fortement critiquée de l'autorité ethnographique par le grand anthropologue américain James Clifford, qui s'en prend à l'autorité ethnographique. Donc, l'idée, c'était au contraire de montrer la parole et les écrits des Kanaks autour de ces événements, de la montrer, de la faire vivre, sans tout expliquer, hein, en commentant, en situant, en explicitant autant que possible, mais leur parole et celle d'un historien, donc Adrian Muckel, qui a travaillé avec moi, qui est le meilleur connaisseur de cette révolte, professeur à Wellington, en Nouvelle-Zélande, c'était de faire monter la façon dont les Kanaks font eux-mêmes leur histoire, disent eux-mêmes leur histoire. Alors qui sont ces gens qui ont produit ces textes? Donc pour la guerre de 1917, il y en a des plus anciens, hein, mais pour le sujet qu'on s'est fait fixer, le plus ancien date de 1919, donc il a été écrit. C'est plus facile de dater les écrits que de dater les compositions orales, mais nous avons deux versions de la guerre de 1917, une orale qui a été composée par le frère d'un homme qui a été tué en juillet 1917 dans la guerre, donc voilà, un contemporain des événements, et puis un autre récit qui lui a été écrit, une poésie, un récit qui a été écrite en vers pendant 2 ans par un des grands poètes reconnus, présentés par les gens de cette région, qui s'appelle Mbwekua, qui s'était pas converti au christianisme et qui a travaillé pendant 2 ans avec un de ses collègues de la même chefferie qui lui savait écrire. Et ils ont composé ce poème de 800 vers qui raconte la révolte et sa répression. Donc ces personnes, nous en avons rencontré quelques-unes parce qu'ensuite ces textes ont été recopiés, les inondations, les incendies, les déplacements. Et autour des missionnaires, de Maurice Thénard, mais aussi des missionnaires catholiques, et puis aussi sans les missionnaires, ces gens qui avaient appris à écrire, dont certains quand même allaient travailler chez les colons, ils avaient une expérience des Blancs, ils lisaient le journal, ils étaient très informés, etc., ont formé ce que j'ai repris le terme de Gramsci, des intellectuels organiques. C'est des pêcheurs, des agriculteurs, des gens que personne ne connaît, des magiciens des cultures, qui étaient là dans leur tribu, très très déconsidérés y compris dans les années 1970, par la communauté européenne de Nouvelle-Calédonie. Bon, ils étaient là-bas perdus dans leur brousse, c'est très inaccessible parce qu'il y avait peu de routes, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, enfin tout ça s'est amélioré après la révolte kanak de 1984. Toujours est-il que ces intellectuels organiques ont porté, ils nous ont dit, c'était pour traverser cette longue nuit. Donc on a gardé ces textes, cette mémoire, pour qu'un jour elle puisse nous servir de tremplin. Et c'est ce qui s'est passé. Les indépendantistes kanaks d'aujourd'hui sont les enfants, les petits-enfants de ces intellectuels organiques comme Jean-Marie Tjimbabou, Yewini, etc. Alors, dans notre démarche de restitution de documents qui montrent la vitalité de la réflexion kanak, dans cette démarche, nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à procéder de la sorte. Il y a tout un courant historiographique, des recherches d'histoire, qui vise à montrer que le monde ne peut pas toujours être vu que de l'Europe. Il peut être vu, il a été vu par exemple le travail
de Romain Bertrand sur l'Indonésie montrait que les historiens javanais n'ont pas attendu l'arrivée des historiens hollandais pour composer, pour écrire même l'histoire des royaumes javanais. Même chose aux Philippines, même chose en Afrique où l'avancée de la langue arabe a permis l'essor d'intellectuels très très importants. Et pour l'Océanie, on savait, mais c'était pas trop dit, l'écriture, les Océaniens s'en sont emparés assez tôt, aussi à Tahiti, en Micronésie, dans différents endroits. Les gens ont résisté, si on peut dire, ou du moins se sont repliés sur des travaux d'écriture. Et donc notre idée, là, c'était justement de faire une histoire, ce que Romain Bertrand appelait une histoire à part égale, une histoire équitable, où le point de vue des historiens européens, bien sûr, mais il est pas le seul, il doit être mis en perspective, et on s'est aperçu qu'en fait, les deux mémoires, souvent, ne sont pas conciliables. Tant pis, elles ne sont pas conciliables, parce que les archives donnent un certain nombre établissent un certain nombre de faits, mais la mémoire orale en établit d'autres. Et là, par exemple, il y a une question d'un massacre qui vraiment est attestée par toute la tradition orale, toute la mémoire des gens, mais qui n'est pas dans les archives de l'armée française. Alors donc, certains historiens disent ça n'a pas existé parce que c'est pas dans les archives, mais et donc tout le débat sur la validité de l'oralité par rapport à l'écrit. Est-ce que l'écrit lui-même est un tri? Il n'est pas, on écrit ce qu'on veut aussi. Donc il y a donc on s'est positionné, on s'est installé dans cette idée d'une mémoire indigène, si on veut, une mémoire kanak, susceptible d'apporter une autre compréhension de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour terminer cet exposé, enfin continuer et terminer, évidemment, on va vous faire écouter un petit bout de poésie kanak en langue païti. C'est pour vous dire à partir de quel document on part. Ça a supposé une équipe de linguistes, des années et des années de travail pour arriver à décrypter ces langues, mais ça donne une idée de la complexité. Voilà, on va juste écouter un morceau, puis comme ça je bois un petit verre d'eau, et puis j'enchaîne. Alors, Teno, raconté par Madame Ngoropu. Barawa ne urunde di yuru atanguwa orane budira ri bujine jamitango aiba barada wiwa ngoranda baili balle yari wangora nako uri abango yamundo mawe yanyere byamba dawe undari naje urate wona ya imbrali atlije amaja ngandi anako batawe njeje wandi anako moe Jilla wari ma yamwa yandiga wa jillo na dijo ajenda imbembra dawe bandari da dia wa tinda na wo Mayamu yenjawo wale njabanjwa anje njaje waje ngo gare wo mambra baye wo baye jima wo we dino wara matagi ya munamare dadambu ya idea ya da na nya baye jonda na nje waje mbwilili mbaga na mari amare adi dango mwe ya da je mawe oro biri me ya ga jima ngara je ili ngara ye wo ga wino na nja ude de kinana ya jari ya ba wa buri ya go ja Duano in Duandio on in Duo and the Yamurajin and Duamuju and Duanumagaji and Davara Moto. Tiana one in Java, the Yaga, Maria Yadi. They have an under window and Javadia, but the Yumba, Vigo, to our and Guaitimbo. I wouldn't be much at an beginning number you know, when the Indian or a woman, but you know, yet I India out on Buonani, you're never young Janoni. Ba di yo wo mo bari yo ra wi di yo ra wanda linda wandi da ga ya wa di gana imbu ne ga na ya ndi u ya ra ni nja ga na ga na u endo wa umba na re wen na ma yi do an na bi ga bi ngro jin ja we wa da ni nga wa na da da wa yo yi ne ro nja wa di dang ko ma ga ro u na imbu wa di dang ko nja ya ga ga nja ba ya nja nga ya bi nja ni na umba ya nja nga ya bi nja ni na wa
Vajenna nani te hada bilite anja waja hiya namba ya ora ne ya ita una mana ramota nandu wanga ita una te ba biya bamba na wo yari wo no tango wiya ngro ndadira ko bra dambu ya wona kan rambal tie bra ndu ya nambe nyino amundo ndara wuri ndanda na wa gwa ya bi wandu ya bi unda ri wande de. Alors, vous avez un petit extrait, là, il y avait à peu près 200 vers. C'est le premier enregistrement que j'ai fait avec mon ami, là, Jean-Claude Rivière. Évidemment, quand vous commencez comme ça, c'est comme de commencer à étudier, la culture française avec un poème de Mallarmé. C'est un peu saisissant. Alors, c'est un extrait, simplement. J'ai cru longtemps que c'était une seule poésie purement orale, et en fait, il y a un cahier, où là il y a que 200 vers, mais un cahier où il y a 800 vers, où cette poésie figure. Donc il y a eu un passage de l'oral à l'écrit, et de l'écrit à l'oral, avec des modifications. Alors on peut étudier ça si on veut. Alors, ces poésies sont les supports de l'histoire. C'est pas du tout, d'ailleurs le mot poésie correspond mal, c'est plutôt une façon de faire du journalisme et de raconter l'histoire telle qu'elle a été vécue et de la rassembler dans une narration formalisée qui permette de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et le mot dans la langue, c'est ténon. Ténon, ça veut dire la nouvelle, la rumeur. Ténonrie, c'est ténongerie avec un lit, ça fait un verbe, et ça veut dire raconter des nouvelles. Et donc, c'est une façon que les gens ont de mémoriser l'histoire. Et avec mon ami Adrian Muckel, il a pu, strophe par strophe, avec les archives et à partir de sa grande connaissance de l'histoire de 17, rapporter chaque strophe à des épisodes vécus de l'histoire de cette guerre de 1917. Là, je suis à la page 14, là. Donc, il n'est pas possible ces documents sont remplis de noms propres, de noms de lieux, de noms de personnes, de noms de montagnes, d'arbres, etc. Et donc, on ne peut pas comprendre ces textes si on n'entre pas dans une connaissance plus large du milieu local. Et en même temps, il n'est pas possible d'avoir des explications si on n'est pas soi-même situé dans ce dispositif clanique. Donc c'est à partir du moment où les gens m'ont donné une place dans cette affaire, dans leur système de parenté, en fait, que non seulement les explications plus nombreuses ont pu être fournies, mais aussi que d'autres récits m'ont été donnés. Alors, l'ensemble de ces textes constitue la mémoire de cette révolte, telle que les Kanaks l'ont pensée, et constitue en même temps un ensemble de documents littéraires sur cette révolte, sur cette guerre de 1917. Et ma volonté dans ce livre, notre volonté, c'était de faire entrer les Kanaks dans l'imaginaire français, en l'occurrence, par une autre porte que celle de la vieille société primitive, perdue dans sa forêt, etc. Mais et en France, il n'y a qu'un moyen, et au Japon, je crois que c'est fort aussi, mais pour l'Occident, vous savez, en France, il n'y a qu'un moyen, c'est la littérature. Et d'ailleurs, le succès du livre est déjà épuisé après moins d'un an. Il a été édité en juin de l'année dernière.
c'est qu'il fait entrer les Kanaks dans la littérature. Et donc les journalistes, les commentateurs, en fait, ils lisent ces poésies, et c'est à partir de là qu'ils entrent dans le monde kanak d'une façon renouvelée. En plus, ces poésies sont données aussi dans leur langue, le païti, et l'idée, c'était de montrer que ces langues kanaks sont aussi ce qu'on appelle en Europe des langues de civilisation. Et comme l'éditeur est affilié à un éditeur qui édite Homère, Échille et tous les grands textes grecs et latins, c'était aussi une tentative de hisser cette reconnaissance jusqu'à ces grands, ces supports de l'identité mondiale ou européenne. Alors, pour terminer, je voulais répondre à une question qui m'a été posée aussi par Jean-Michel Butel, c'était de situer quel type d'anthropologie je fais, parce que effectivement, c'est une anthropologie un peu différente. Je ne parle pas des Kanaks comme d'une entité unique, close, etc. Je parle de situations à partir d'une connaissance de la langue, à partir d'une implication dans le monde social, et à partir aussi d'un engagement politique en faveur d'une décolonisation équilibrée pour que les Kanaks occupent leur place à côté des autres communautés, des autres composantes de la société calédonienne, voire qu'ils arrivent tous ensemble à se détacher de la France et à devenir indépendants. Et donc, mon travail est aussi une critique qui n'est pas dans ce livre, mais qui est dans un autre livre que j'avais publié en 2006, s'appelle La fin de l'exotisme, et puis dans d'autres articles, une critique de l'anthropologie culturaliste, de l'anthropologie qui s'intéresse plus à ce qui ne bouge pas qu'à ce qui bouge. Voilà. Et il est certain que cette critique de l'anthropologie, elle a été aiguillonnée par la montée en puissance des indépendantistes kanaks, c'est-à-dire le mouvement social et politique que les Kanaks ont déclenché à partir des années 70, or j'arrive en 1973, m'a servi de tremplin pour repenser ce que j'avais appris à l'université sur l'anthropologie, et pour me situer dans une anthropologie plus dynamique, plus historique, et qui fasse une part plus grande aux acteurs. Enfin, mes interlocuteurs les considéraient non pas comme les porteurs d'une culture, mais comme des acteurs en situation qui utilisent effectivement leur héritage culturel, mais qui cherchent aussi à préparer l'indépendance et surtout à maîtriser l'outil économique de la Nouvelle-Calédonie, principalement le nickel. Les Kanaks on leur disait, vous ne pouvez pas devenir indépendant ou vous n'êtes pas vraiment sérieux parce que vous n'avez pas de savoir-faire pour exploiter le nickel, pour vous lancer dans l'industrie. Et Jean-Marie Tshimbaou, le grand leader kanak qui est assassiné en 1989, lui a dit, mais si vous nous donnez une mine, et ben nous on va construire une usine, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Cette usine de nickel a ouvert il y a 3 ans, et maintenant cette usine de la province nord de la Nouvelle-Calédonie fait des Kanaks des interlocuteurs crédibles pour l'ensemble de la région. Ils vendent beaucoup en Chine, ils sont venus aussi au Japon d'ailleurs, ils sont allés en Corée, et Jean-Marie Tshimbaou a joué une carte pacifique pour la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire travailler à la réinsertion de la Nouvelle-Calédonie dans l'espace pacifique plutôt que de penser toujours la Nouvelle-Calédonie par rapport à la France. Et donc l'anthropologie que j'ai voulu mener, c'est une anthropologie pragmatique, si vous voulez, décrire ce que les gens font, sans m'intéresser trop à ce qu'ils sont, je ne sais pas trop ce qu'ils sont, mais ce qu'ils font, et combien ils peuvent avoir de registres différents. Ils peuvent porter la mémoire de 1917, raconter
une histoire sur l'origine des fondateurs de leur clan, cultiver des ignames, mais en même temps négocier avec le président de la République, être représenté à l'ONU, déployer des stratégies dans le monde contemporain. Et tout le problème, justement, des Kanaks indépendantistes, et toute la question qui ne cesse de se poser jusqu'à aujourd'hui, et l'exposition là, donnera un éclairage intéressant, à mon avis, sur ce sujet, c'est comment pouvons-nous prendre pied dans l'économie moderne tout en restant nous-mêmes. Et il y a une dimension quelquefois un peu inquiétante, une inquiétude autour de cette question, mais essayer de préserver ce qui fait notre identité, tout en ayant les moyens de nous faire reconnaître comme des acteurs crédibles, d'abord en Nouvelle-Calédonie et au-delà. C'est gagné, ça. C'est absolument gagné. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie, je ne connais pas, mais il peut pas se faire sans les Kanaks, il peut pas se faire non plus sans les Européens qui sont là-bas. Et ça a été gagné grâce aux événements de 1984 et puis ensuite à des dispositifs politiques, en gros mis en œuvre par l'ancien Premier ministre Michel Rocard. Donc, vous voyez, je glisse tout de suite vers la politique, c'est-à-dire que l'anthropologie que j'ai voulu mener, c'est une anthropologie du contemporain, pas une reconstitution d'un passé mythique, mais une anthropologie pragmatiste, impliquée, et une anthropologie aussi mettant en avant l'expression linguistique kanak. Parce que comme les Kanaks parlent français, c'est pratique pour les chercheurs de langue française, mais ils ne disent pas la même chose en français et dans leur propre langue. Et par exemple, ces poésies, bien entendu, échappent complètement à un observateur de passage. Donc voilà, cette anthropologie centrée sur les acteurs, centrée sur l'histoire, centrée sur les stratégies, et centrée sur l'implication de l'ethnologue sur son propre terrain, eh bien, c'est celle que j'ai voulu mettre en œuvre dans ce livre, et non pas tout seul, mais avec mes frères, mes sœurs de clan, la Kanak, avec cet historien formidable qui est Adrian Muckel, qui lui aussi a fait une micro-histoire très très fine. Vous pouvez croiser nos documents, les généalogies et les archives. Voilà ce que j'ai voulu faire, et donc j'ai voulu vous rendre compte ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait passionnant. Beaucoup de petits points de détail que j'ai beaucoup appréciés. Notamment la mention du fait que les structures, vous avez dit au début, les structures imposées par le pouvoir colonial ont été d'une certaine manière réappropriées et que les Kanaks en parlent désormais un peu comme des structures traditionnelles. C'est assez, c'est pas du tout unique à la Nouvelle-Calédonie, je pense, ce genre de phénomène, mais c'est assez intéressant de savoir qu'effectivement là aussi on retrouve des choses qu'on connaît par ailleurs. J'aurais aussi d'autres questions éventuellement, mais j'aimerais quand même, si vous permettez, avant de éventuellement que les personnes ici présentes posent quelques questions, que vous nous disiez peut-être un des poèmes, puisqu'on l'a entendu, mais il nous manquait la traduction, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez bien nous lire peut-être l'extrait que vous avez préparé. En fait, puisque avec les interprètes, nous avions préparé un autre poème dont j'ai pas l'enregistrement, mais donc on peut le lire parce qu'elles l'ont traduit en japonais. Je veux absolument remporter cette traduction en japonais pour le montrer à mes amis Kanaks, qui sont très très contents et très fiers. Et c'est une poésie qui a été composée justement, qui fait le lien avec la guerre de 14. Ça s'appelle Chant des anciens combattants de la guerre 1914-1918, et c'était dans un cahier. Et c'est mon ami Jean-Claude Rivière, qui est arrivé 10 ans avant moi en Nouvelle-Calédonie, qui avait transcrit, recopié, si vous voulez, ce cahier, et l'avait écrit en langue kanak, et on a fait la traduction. C'est un texte court, mais qui rend, à mon avis, assez bien compte
de la façon dont ces gens, c'était des tirailleurs indigènes, comme on dit en France, c'était des guerriers, des soldats qui sont partis en France et qui sont revenus, qui eux n'ont pas été tués, qui sont revenus en Nouvelle-Calédonie. Voilà, chant des anciens combattants de la guerre 1914-1918. Vous connaissiez notre bonne volonté. Un instant, s'il vous plaît. Oui. C'est bon? Ok, allez-y. Voilà. Je vais le dire doucement. Vous connaissiez notre bonne volonté. Vous nous avez contraints et poussés à partir, jetés à la mer. Nous avons dérivé à l'aveuglette, enveloppés par la nuit et entourés d'obscurité. Hélas, quel désarroi et que de maux avons-nous endurés. Nous nous sommes couchés à terre, car s'abattait sur nous la mitraille de Guillaume. Nous avons crié « Aïe pas !» et nous l'avons bravé. Reste maintenant la honte, je me sens lâche aujourd'hui, car j'ai abandonné mes pères et mes grands-pères, leurs cendres fertilisent le sol, ils pourrissent loin de moi, laissons-les à leur sort, car telle fut notre volonté. Merci. Donc, Merci beaucoup. Je pense que peut-être si déjà quelques personnes ont des questions à poser à M. Bensa, on peut prendre un petit temps maintenant pour poser une ou deux questions. Et puis, sachez quand même qu'on va essayer aussi de réserver un petit moment après l'intervention de M. Lebecq pour pouvoir discuter de nouveau. Mais si jamais déjà quelqu'un voulait... Oui. Alors, je vois 3 mains qui se lèvent. Je vous propose de poser chacun à votre tour votre question à la suite. Et comme ça, ensuite, M. Bensa pourra vous répondre collectivement ou l'un après l'autre. 大丈夫ですね。大丈夫ですか? oui, ジャパニーズか? Yeah. In English? 日本語でも大丈夫です。大阪にもですね、河内音頭という、踊りと、歌。それから、踊りはないんですけども、語りで40分か、50分ぐらい、ずーっと語っていくんですけども、そういうふうな、2つの、タイプの、河内音頭。河内というのは、大阪の古い、言い方ですが、そういうのがあるんですけども、だから、カナックの場合でも、語りだけではなくてですね、そういうそのダンスとか、あと、音楽もそこへついたり、そういうその多様なタイプの、そういう語りといいますかね、そういうものがあると思うんですけども、その辺いかがでしょうか。で、大阪でもその新聞読み、新聞、ニュースペーパー、つまりその時にあったことを、それを40分ぐらいずっと語っていくという、そういうやり方っていうのも伝統的にずっと受け継がれてきました。以上です。Merci. L'ensemble des questions. C'est comme vous voulez, je peux aussi répondre. Si vous le souhaitez, oui. Bien sûr. Là, c'est une question sur le passage au chant, à la musique, et elle est très juste. Cette remarque est une intuition très juste, puisque ces poésies, comme celles que nous avons entendues tout à l'heure, dites par la dame Kanak, sont chantées, et ces chants sont le support de danse. Elles ne sont pas chantées toujours, mais elles peuvent être chantées dans des chœurs à 2 voix. Je pourrais vous faire écouter des extraits. Et la musicalité de la langue, le fait qu'il soit une langue à ton, donc avec des variations tonales importantes, prédispose peut-être au passage au chant. Et une des modalités d'apprentissage de ces poésies-récits, c'est justement le chant. Et ça, c'est très intéressant. Deuxième réponse à propos de la danse. Alors, une réponse qui n'est pas dans le livre. Enfin, il est beaucoup question de danse dans ce livre, mais c'est pas théorisé. Mais
tout événement politique important est marqué, une fois que la décision collective a été prise, par une danse. Et ça a été le cas lorsque la décision a été prise de construire l'usine du Nord, l'usine de nickel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et tous les clans qui avaient signé, donné, tous les maîtres de la terre, les maîtres du terrain, les propriétaires traditionnels de l'endroit où l'usine a été construite, ont convié les gens du pays à une danse. Ils ont planté à ce moment-là des mâts dans le sol. Et cette danse est évoquée aujourd'hui dans les discussions lorsqu'il y a des disputes ou lorsqu'il y a des contestations, notamment par des Européens qui veulent récupérer des bouts du terrain, etc. Et ils disent « nous ne pouvons pas parce que nous avons dansé ensemble » et que c'est ça qui scelle notre accord. Donc je crois que c'est sur le thème de danse et politique, on pourrait faire un colloque, je crois, parce que ça existe ailleurs dans le monde. Merci. Nous allons peut-être prendre encore, il y avait un monsieur devant avec... voilà, oui. 渡辺と申します。先ほど、なんだっけ、ベンサ先生が、紹介された、現地の方の、女性の声での詩の朗読があったと思うんですけど、その朗読の中に、男の声で、なんか掛け声みたいなのが、ボンボンボンと入るんです。あれは何なんでしょうか？ Lorsque ces poésies sont dites par strophe, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine de vers qui sont dites sur un seul souffle, donc rapidement, et au moment de reprendre son souffle, il y a un homme qui crie « Haï, haï » qui scande en quelque sorte pour l'aider à se relancer sur la voilà, c'est ça, c'est une scansion. Et au début, l'annonce du poème, c'est mon ami là, Jean-Claude Rivière qui dit c'était pour nous, quoi, pour avoir un repère, se rappeler ce qu'on a enregistré. Mais cette scansion par des cris, elle est utilisée aussi pour soutenir les discours coutumiers. Je pense que Sébastien Lebègue l'a entendu, il le note d'ailleurs sur une photo. Et donc, c'est à la fois un acquiescement et un encouragement pour l'orateur à continuer. Merci. On prend une petite brève dernière question, si vous voulez bien. Le monsieur qui est devant, un peu, non, mais oui, venez. Merci. Et ensuite, nous réserverons les autres questions s'il y en a pour la fin de la séance, si vous le voulez bien. Merci. Les cahiers relatent ce qu'ils ont vécu à partir du début du XXe, mais est-ce qu'ils ont écrit sur des cahiers ce qu'ils ont vécu avant? Est-ce qu'ils racontent des histoires près la venue des Français, en fait? Oui. La traduction se termine. Allez-y. Oui, il raconte des histoires. Lorsqu'il s'agit de redonner une sorte de constitution politique à des familles qui se sont trouvées regroupées de force dans des réserves, il a fallu refonder l'ordre politique et donc expliciter d'où venait chaque clan, d'où venait chaque groupe. Et à ce moment-là, les gens remontent à une période antérieure à la colonisation, à des déplacements, des migrations de clans, des fondations de chefferies qui remontent pour la plupart au milieu du XVIIIe siècle. Voilà, la mémoire la plus ancienne. Et donc, voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que avant de commencer à écrire, de savoir le faire, vers les années 1880 pour les textes les plus anciens dont on dispose, les Kanaks ont utilisé de la gravure sur le bambou. Et donc ils ont gravé l'histoire de la colonisation, l'arrivée des bateaux français, l'introduction des fusils, l'arrivée du cheval, l'arrivée de l'alcool, l'obligation pour les femmes de porter des robes que leur imposaient les missionnaires, des bagarres, enfin tout ça, ils ont gravé ça sur des bambous. Et ces bambous gravés ont été gravés justement jusqu'en 1917-1920. Et on pense qu'ensuite,
l'écriture est devenue un meilleur support, mais cette graphie, il faisait des bambous gravés avant aussi, mais le plus ancien date de 1854, donc tout à fait au début de l'arrivée des Français. Il présente un cheval, un cavalier avec son fusil. Et c'est très très intéressant que cet effort graphique, alors il tournait les bambous et racontait l'histoire comme une bande dessinée dont il manquait les bulles, si vous voulez.